Est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule Les 120 jours de Sodome, une fois de plus celui par lequel le scandale arrive? Je pense que scandaliser, c'est un droit. Essere scandalizzato Être scandalisé, c'est un plaisir. E chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste. Le sexe est-il politique? Naturalmente. Bien entendu. Et la scatologie? Anche la scatologia. La scatologie également. Il n'y a rien qui ne soit politique. Le cannibalisme? Ma in certi ambienti, dans certains milieux, c'est un fait politique réel. Dans d'autres milieux, c'est un fait politique métaphorique. Vous pensez que c'est la meilleure façon de se débarrasser de ses ennemis politiques? Voyez-vous, j'ai fait ces jours-ci deux propositions modestes à la façon de Swift. J'ai proposé de dévorer les professeurs et les dirigeants de la télévision italienne. Ce sont quand même des coriaces. Nous avons d'excellents estomacs. Et voilà, ça c'était un extrait d'entretien à Pierpaolo Pasolini, un des intellectuels italiens les plus importants du XXe siècle, le plus connu, un personnage public de très grand impact sur la vie sociale, politique et culturelle italienne. Et c'est avec lui qu'aujourd'hui on va commencer le cours bonus des vacances, où on va faire une promenade à travers certaines figures de la culture italienne. Ça va être un cours un peu plus moins structuré que d'habitude, on va un peu sauter d'un sujet à l'autre, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en quelque sorte vous profitez du fait d'avoir un enseignant étranger, parce que l'intérêt c'est aussi voir les différences des cultures des deux pays. Alors l'Italie c'est un pays qui a connu un très important mouvement intellectuel de l'après-guerre, dans l'après-guerre. Bien que ça n'a pas été un pays vainqueur de la guerre, hein, l'Italie a vraiment ressurgi en quelque sorte d'un point de vue de la production culturelle. C'est le pays où tout ce qui avait été en quelque sorte interdit par le fascisme, c'est-à-dire la pensée, parce qu'il s'agit pratiquement de ça, il est apparu avec une force énorme. Un immense nombre d'écrivains et carrément le phénomène qui a été le premier à être exporté dans tout ça a été le cinéma, parce que c'était quand même le langage du XXe siècle en quelque sorte. La grande innovation italienne en termes de cinéma, c'est sûrement, voilà, pardon, je ajuste un instant la page, très bien, comme ça c'est mieux, c'est le cinéma néoréaliste. Le cinéma néoréaliste, c'est l'invention de deux réalisateurs, surtout De Sica et Rossellini, qui ont décidé de faire d'un côté une nécessité vertu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les moyens pour faire un cinéma financé avec de la construction de décors, de la construction de sets, donc tout était filmé dans la rue. Et après, c'était un cinéma réaliste. Réaliste surtout dans le sens que les sujets, les contextes, les situations, c'était ce qui vraiment se passait dans les rues de la capitale et des autres villes italiennes dans la fin de la guerre ou dans l'après-guerre. Voilà, ça c'est les deux films probablement les plus connus du cinéma néoréaliste, c'est Rome à ville ouverte et Voleur de vélo. Ça, c'est une image très célèbre d'Anna Magnani qui court dans Rome à ville ouverte. Alors, ce type de cinéma, bon, après, il y a beaucoup à dire sur le fait que c'était un cinéma vraiment réaliste. C'est un cinéma fait avec la réalité, d'accord? Mais c'est quand même un cinéma, en quelque sorte, certains ont dit que c'était presque des fables, en quelque sorte, qu'on ne peut pas dire, surtout de voleurs di rari di biciclette, on ne peut pas dire que ça soit vraiment réaliste au sens strict. C'est une vision poétique de la réalité. Voilà, ce sont des grands poètes, hein, en fait. C'est de ce humus-là, hein,
du néoréalisme que le cinéma italien va commencer à s'affirmer dans le reste du monde, car il va être, pendant un certain nombre d'années, le cinéma italien va être considéré un des plus importants d'un point de vue artistique, cinéma mondial. Alors c'est vrai que l'explosion a été impressionnante de cette groupe d'artistes qui faisait le néoréalisme est sorti ce qui est sûrement le réalisateur symbole même du cinéma italien, que c'est le très très grand Federico Fellini, que vous voyez là. Fellini commence aussi dans le néoréalisme, c'est parmi même les scénaristes de Rome Ville ouverte, mais bientôt il commence à s'éloigner de ce type de regard sur la réalité, et c'est intéressant de remarquer que Fellini, dans ses années de formation, c'est quelqu'un qui était plus influencé par la bande dessinée que par le cinéma. En fait, ses grandes passions étaient surtout le cirque et les héros de la bande dessinée. Et il a commencé en tant que dessinateur. Lui, il travaillait à Rome comme quelqu'un qui écrivait et dessinait pour les revues de satire, après pour la radio. Donc, s'il s'est approché au cinéma, c'était surtout parce que ça payait vraiment très très bien le métier de scénariste. Donc il a commencé comme ça, c'était un scénariste, et même pendant une phase de sa vie, il travaillait un peu comme script doctor, en quelque sorte. C'était une des personnes à qui on donnait les scénarios, qui étaient un peu bâclés, qui ne marchaient pas trop bien, et il devait les réparer, parce qu'il avait vraiment une technique d'écriture. C'est vraiment un très grand scénariste, Fellini, très demandé. Et c'est dans ce contexte-là qu'il écrit un scénario pour Antonioni. C'est un scénario qui parle de ce qu'on appelle les fumetti, c'est-à-dire attendez, je vous montre ce que c'est un fumetti, vous allez voir. Lui, il voulait faire un film sur ça. Sur les gens qui font ce genre de bande dessinée qui se faisait dans l'après-guerre, que c'était fait avec des photos, des histoires, un peu d'amour, n'importe quoi. Et c'était une satire de ce monde, où un jeune marié s'échappe de son mari pour rencontrer son idole dans ce monde des photoromanzi. Alors, il écrit le scénario de ce film. Antonioni le lit, même s'il n'est pas trop, il dit mais c'est quoi ce truc, je ne vais pas le faire. Mais Fellini, il a tellement peur de perdre l'argent qui lui a été promis pour le scénario que dans un dialogue avec le producteur, il dit non mais ça c'est un scénario extraordinaire, il faut le faire, n'importe qui peut le faire, même moi je pourrais le faire, parce que c'est tellement bien écrit que, et là, ça lui fout fatal, parce que le producteur lui dit mais fais-le. Et c'est comme ça que Fellini s'est retrouvé, ça selon la légende, à devenir réalisateur. En réalité, il avait déjà fait un essai avec la toile. Ça, c'est une des 1000 histoires que Fellini raconte. Mais c'est vrai que c'est un type de cinéma que, d'un côté, c'est un cinéma de satire et d'observation de la réalité. Il y a cet aspect dans Fellini. C'est quelqu'un qui observe vraiment la réalité avec une énorme attention. Il enregistre les typologies de gens, les attitudes, les changements dans la société. Et d'un autre, il y a la vision avec un regard vers l'intérieur, cioè extériorité et intériorité. Ça veut dire que c'est quelqu'un que, avec les années, il va découvrir ce que c'est en quelque sorte la recherche dans l'inconscient. Il va le découvrir à travers une rencontre avec un psychanalyste jungien. Alors Jung, c'est ce type-là, je ne sais pas si vous connaissez, Jung, c'est un des pères de la psychanalyse avec Freud. Freud, c'est le grand-père, non? C'est la personne qui a découvert l'inconscient, et Jung, c'est la personne qui a formulé la théorie des archétypes. C'est-à-dire que, en quelque sorte, selon Jung, j'essaie de résumer, c'est un sujet compliqué, je ne suis pas un expert, mais exactement comme il y a un fonctionnement biologique et mémoire génétique des comportements, des actions, pour lesquelles, par exemple, un oiseau, il sait comment il fait le nid sans qu'il lui ait été appris par la maman. En même temps, dans le psychisme, il y a des phénomènes archétypales qui se reproduisent
des gros mythes, des grosses familles d'images. Ça, c'est un peu la théorie jungienne. Jung, c'était quelqu'un, si vous lisez un peu ses livres, donc il a étudié énormément les mythes et fait énormément de références aux images. Fellini était très fasciné par ça. Et il a commencé de plus en plus à plonger dans la recherche à l'intérieur de lui-même. C'est dans cette époque-là que le style de ses films change peu à peu, surtout après la Dolce Vita. Il va réaliser d'abord 8 et demi, que c'est vraiment le premier film d'un côté carrément autobiographique et de l'autre où on voit un homme vu de l'intérieur, donc des phénomènes qui ont formé la psychologie de cet homme, de comment il rêve la vie, quels sont ses désirs en forme d'image. Mais c'est probablement d'un point de vue formel la plus étonnante, c'est le film suivant, que c'est Giulietta degli Spiriti, où commence à travailler avec la couleur, et où vraiment, il y a même presque un côté presque toujours un peu inquiétante dans les films en couleur de Fellini, où on voit vraiment une galerie de personnages oniriques. Vous voyez, tout est faux. Tout doit être reconstruit en studio, il n'y a jamais un décor réel. Tout doit être comme une image de rêve, en fait. Donc ça a été une très importante symbole du cinéma italien à l'étranger. En plus, Fellini, comme il était quelqu'un qui aimait beaucoup la bande dessinée, a aussi donné en quelque sorte quelques petits aides et quelques lettres de noblesse en travaillant avec des dessinateurs italiens. Par exemple, avec le très jeune à l'époque Andrea Pazienza, il lui avait demandé l'affiche de La Ville des Femmes, ce film-là, que c'est un des derniers qu'il a fait. Et Andrea Pazienza, c'est un dessinateur de BD à l'époque très à la mode. C'est vraiment le jeune dessinateur de BD, ou après il a travaillé énormément avec Fellini, avec Manara, pardon. Ils ont fait deux BD ensemble. Ok, bon, là c'est les dessins récents de Manara qui... moi je les aime pas particulièrement. Je pense que voilà, c'était avant, le style avant était plus proche de mon goût. Voilà, là vous voyez la couverture. Donc tout ça a en quelque sorte établi un lien entre BD et cinéma. En tout ça, la figure qui était hors de toute famille, hors de toute industrie, mais qui travaillait dans le cinéma, dans les journaux, dans la littérature, c'était Pasolini. Pasolini était en quelque sorte le contestataire par excellence. Mais ne pensez pas ça dans une vision un peu de jeune punk. Pasolini, c'est un intellectuel qui venait du marxisme, c'était précisément un catto communiste, qui c'est une typologie de pensée toute italienne. Et il avait une vision de la société très particulière, dû au fait que lui fréquentait le sous-prolétariat. C'est-à-dire, alors que tout le monde, il a bien se remplir la bouche de lutte de classe et tout ça, Pasolini, il était copain avec les gens de la banlieue pauvre. Il était allé s'approcher de ces gens-là parce qu'il les aimait. Bien sûr, il les aimait aussi physiquement, parce que son homosexualité avait son objet de prédilection dans les jeunes des banlieues romaines. Mais on parle de quelqu'un qui avait des vraies amitiés avec ces gens. Il travaillait avec eux, il les a fait devenir acteurs de ses films. Et quand ces gens parlent de Pasolini, ils ont que des mots d'amour. C'était quelqu'un, c'était un frère pour eux. Et déjà, ça, c'était scandaleux. Après, son homosexualité était publique, donc était scandaleuse. Et le contenu de ses œuvres était le plus grand scandale possible. Il a pris énormément de positions politiques, un peu dérangeantes pour l'époque. Alors, je vous montre dans la deuxième partie de la vidéo un extrait de film